suis le docteur Martin Nyombela, matricule 2728 de la promotion Fidèle Fumangani, hépato-gastro-entérologue, et je vous présente la consommation excessive d'alcool. Il faut savoir que la consommation moyenne mondiale d'alcool est estimée à 6,4 litres d'alcool pur par habitant de plus de 15 ans par an. Au Congo, cette consommation est estimée à 7,8 litres par habitant par an, équivalent à 129 litres de bière par an, soit 11 litres par mois par habitant de plus de 15 ans. En clair, si nous prenons toutes les boissons alcoolisées consommées par les buveurs au Congo et que nous les distribuons à la population générale, chaque individu se retrouverait avec 11 litres de bière par mois à consommer. En comparaison, la Moldavie, qui est le plus grand consommateur d'alcool au monde, a 15,2 litres d'alcool pur par an, par habitant bien sûr, le Gabon 11,5 litres, la France 11,4 litres, le Cameroun 8,9 litres et enfin la RDC 2,6 litres par habitant de plus de 15 ans par an. Concernant les proportions, au Congo nous consommons environ 80% de bière, 10% de vin et 10% d'autres boissons. Nous connaissons les boissons, mais nous ne connaissons pas toujours le pourcentage d'alcool contenu dans ces boissons. Dans les bières, on a 5 à 15% d'alcool pur. Dans les vins de raisin, vins de palme et champagne, 12%. Dans les apéritifs, 18%. Dans les liqueurs, vodka, whisky, pastis, on a 40 à 45%. Dans le lotoko, on arrive à 50%. Et enfin, le supunatolo, boisson venant de RDC. Je vous laisse imaginer la quantité d'alcool. L'OMS désigne comme unité 10 grammes d'alcool pur dans un verre d'alcool. Ce qui correspond donc à 25 centilitres de bière, 10 centilitres de champagne, 10 centilitres de vin, 7 centilitres d'apéritif ou 2,5 centilitres de whisky ou de pastis. Nous avons différents modes de consommation d'alcool. Tout d'abord, le non-usage qui peut être primaire pour les gens n'ayant jamais consommé d'alcool ou secondaire pour ceux ayant arrêté, donc étant sevrés ou abstinents. L'usage sans risque ni excès, en ne dépassant pas 2 unités par jour chez la femme et 3 unités chez l'homme, et avec un minimum d'une journée par semaine sans alcool. Le mésusage enfin, qui correspond soit à un usage à risque chez les patients consommant en excès, soit plus de 2 unités chez la femme et plus de 2 unités chez l'homme, soit en situation de risque, par exemple pendant la grossesse chez la femme, consommation au volant, la consommation lorsqu'on a un métier à risque. Nous avons ensuite l'usage nocif, celui qui est responsable de dommages somatiques, psycho-affectifs ou sociaux, par exemple consommer de l'alcool chez un diabétique, consommer de l'alcool chez un patient cirrhotique. Et enfin, nous avons la dépendance où le patient perd la liberté de consommer l'alcool. Reconnaître un patient dépendant. Il y a d'abord le phénomène de tolérance, lorsque les effets ressentis à un verre ne sont plus ressentis qu'au bout du 2e ou du 3e verre, il y a une tolérance. Il y a le syndrome de sevrage lorsque le patient ne consomme plus d'alcool, avec une tachycardie, sueur, des tremblements, une nervosité, et si ces éléments ne sont pas pris en charge, on peut arriver à des hallucinations, des convulsions. Nous avons le désir persistant, le patient étant tenté de consommer l'alcool chaque fois qu'il se trouve en face d'une bouteille. Nous avons le temps de se procurer l'alcool important. Lorsque vous voyez un patient capable d'aller au centre-ville à 22h, aller chercher pendant 2-3 heures une bouteille d'alcool parce qu'il en a besoin, ça c'est des signes de dépendance. Lorsque le patient diminue ou arrête toutes ses activités sociales, sportives ou amicales. Enfin, lorsque le patient continue une consommation alors qu'il présente des problèmes de santé nécessitant un arrêt définitif de l'alcool. Nous allons donc présenter maintenant les effets de l'alcool sur l'organisme, en commençant par les effets sur le système nerveux. Il y a des effets psychotropes qui peuvent être liés à une consommation aiguë, où on a justement
de l'euphorie, une désinhibition, une prise de risque, une excitation, voire une agressivité, pouvant aboutir à de l'incoordination et de l'instabilité psychique lorsque la consommation est poursuivie. Pour la consommation chronique, on a essentiellement de l'anxiété, de la dépression, de l'irritabilité, de l'agressivité, de la violence et finalement du désinvestissement. Le patient ne s'intéresse plus à rien qu'à l'alcool. Enfin, nous avons les effets neurologiques avec des troubles cognitifs, perte de mémoire, troubles du raisonnement. Nous avons le syndrome de Guy-Wernicke qui est lié à une carence en vitamine B6, responsable de confusion et de troubles neurologiques de type trouble de l'équilibre. Nous avons également la démence alcoolique, qui n'est pas très connue en Afrique, mais qui est responsable de signes de troubles de la mémoire et du raisonnement définitifs. On l'appelle le syndrome de Korsakoff. Nous avons également une polynévrite des membres inférieurs et des yeux, une faiblesse musculaire. Au niveau du foie, nous avons la stéatose hépatique, car l'alcool, dans sa dégradation, se transforme en graisses qui sont stockées dans le foie et responsables d'une stéatose hépatique. À ce stade, nous n'avons pas de signe clinique. Deuxième étape est la stéatonécrose avec apparition d'une fibrose et de nodules hépatiques. Le foie a tendance à diminuer de volume et à devenir dur. Les signes cliniques sont l'ictère, la cite, les varices œsophagiennes responsables de vomissements de sang appelés hématémèse. Enfin, la dernière étape, c'est la cirrhose et l'apparition d'un carcinome hépatocellulaire, cancer du foie, qui au pays est très difficile à prendre en charge. D'autres effets digestifs sont vus au niveau du foie avec le reflux gastro-œsophagien et les gastrites chroniques. Nous avons également la pancréatite aiguë, qui est une atteinte sévère liée à la consommation d'alcool, se manifestant par des douleurs aiguës intenses, uniquement par les morphéniques, et une prise en charge adaptée à l'hôpital. Enfin, nous avons l'insuffisance pancréatique dans la pancréatite chronique, pouvant être responsable d'un diabète. L'alcool a des effets sur la sexualité. Lors de la consommation aiguë, les jeunes cherchent essentiellement une diminution des inhibitions, qui semble donner une augmentation des performances, mais ils oublient le risque de maladies sexuellement transmissibles et de grossesse non désirée. La consommation chronique, elle, généralement donne des troubles de l'érection, des troubles de l'éjaculation, une baisse de libido, une atrophie testiculaire, une gynécomastie et une dépression, baissant bien sûr les performances sexuelles. Enfin, nous avons d'autres effets au niveau vasculaire et cardiaque avec l'hypertension artérielle, les troubles du rythme sur myocardiopathie. Au niveau du sang, nous avons une macrocytose, baisse des plaquettes et du taux de prothrombine avec des risques hémorragiques. Et enfin, des risques importants de l'apparition de cancer, multipliés par 10 pour une consommation chronique d'alcool et par 40 lorsque l'alcool est associé au tabac. Comment arrêter l'alcool ? Il y a tout d'abord ce qu'on appelle le sevrage physique, répondre au manque physique d'alcool. Il faut avoir une consultation avec un addictologue, un médecin spécialiste des addictions, un hépatologue des maladies du foie et un psychologue. Il faut absolument avoir l'accord du patient. Il n'est pas question d'aller déposer un patient qui ne veut pas arrêter l'alcool, c'est inutile. Ce sevrage se passe en hospitalisation pour prévoir le syndrome de sevrage et passe par une hydratation importante et l'usage de sédatifs pendant un minimum de 7 jours avec une surveillance rapprochée. Le sevrage psychique, non moins important, nécessite des groupes d'alcooliques anonymes, de parole. Mais au Congo, apparemment, il n'y en a très peu ou pas du tout. Donc, la famille et l'entourage doivent occuper le vide ressenti par le patient à l'arrêt de l'alcool. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une consommation chronique d'alcool fait que le patient généralement arrête des activités sociales, s'éloigne de la famille, s'éloigne des amis et se retrouve généralement isolé parce que ce vécu est généralement mal partagé par l'entourage. D'où l'importance d'un suivi psychologique. Enfin, dans le suivi du patient, il faut distinguer un accident d'une rechute. L'accident, c'est une consommation d'alcool que le patient pourra faire par inadvertance devant les gens, ou qu'il pourra faire seul de son côté, mais qu'il le reconnaîtra facilement devant les gens pour dire « Ah, j'ai bu l'alcool, j'ai bu un verre, il y a un problème ». Et il faut distinguer ça de la rechute, où généralement, vous allez trouver une bouteille cachée sous l'armoire ou sous le lit dans une chambre. Là, le patient a recommencé à boire en toute discrétion. C'est une rechute. Et
tout le processus va reprendre généralement à zéro. En conclusion, ce que je dirais, c'est que il n'y a pas besoin de consommer une grande quantité d'alcool pour qu'il soit nocif. Un peu tous les jours suffit à être déjà dangereux pour l'organisme. On est dépendant de l'alcool généralement sans le savoir, puisqu'on ne connaît pas les signes de dépendance, et les conséquences sur la vie peuvent être désastreuses. Si vous n'avez pas été convaincu par les arguments énoncés ici, je vous laisse avec 2 questions en tête. Pourquoi la bière est moins chère que l'eau? Et pourquoi les brasseries tournent même en période de guerre? Il faut savoir que certaines personnes ont intérêt à vous voir alcoolisé en permanence. Donc dans vos moments de lucidité, réfléchissez. Merci pour votre attention et surtout, essayez de donner des conseils dans votre entourage. Bonne journée. Thank you.